Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, j'espère que vous vibrez haut, j'espère que vous réussissez à regarder du côté de la lumière en ces temps quand même pas mal troublés, hein. Faut cultiver son jardin intérieur et puis rester centré, ne pas désespérer, hein, rester positif, rester lumineux quelque part. Je pense que c'est quand même très 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 important. On n'en parle peut-être pas suffisamment, mais je sais pas exactement dans quel type de monde, d'univers on est. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est ces objectifs, mondiaux décidés par une poignée de personnes qui ne correspondent pas aux souhaits de la majorité. Je pense que la majorité des gens ont envie de vivre en paix, en fait, hein, tout simplement, de vivre en paix, d'être tranquille, de ne pas être dans des conflits internationaux qui n'ont ni queue ni tête et qui sont juste là pour que des gens s'enrichissent sur le dos d'autres personnes. Voilà, entretenir une espèce de chaos permanent. Mais bon, voilà, on reste centré et puis on reste dans la lumière et on essaye au maximum de briller, quoi. C'est un peu bizarre comme formule, mais je pense que c'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, je vais reprendre, je vais vous proposer hein, de découvrir mon roman Les Comploteuses en vous lisant plusieurs chapitres. Donc je vais vous lire le chapitre 1. J'avais fait une vidéo, j'avais lu le début du chapitre, mais je pense que c'est bien de vous l'offrir en entier. Voilà, je vais commencer. Donc le chapitre 1 s'appelle La fermeture. C'était la deuxième fois de sa vie qu'elle voyait un homme sangloter. Quand le colosse s'était effondré, ils s'étaient tous détournés, gênés. Le rêve de toute une vie partait en fumée. Presque 3 mois de fermeture, du 14 mars au 2 juin 2020. Puis des mois à vivoter et à s'adapter à des mesures sanitaires drastiques, en tentant de tenir principalement grâce à la vente à emporter et aux aides gouvernementales. Malgré cela, les dettes avaient commencé à s'accumuler. Et puis, il y avait eu une nouvelle fermeture pour 15 jours. Puis un couvre-feu avec une fermeture imposée à 21 heures. Et puis un nouveau confinement. Alors voilà, c'était fini. Rémi, le patron du restaurant, avait décidé de déposer le bilan. Il pleurait et ses employés détournaient les yeux, joignaient leurs larmes aux siennes ou s'efforçaient de ne pas se laisser submerger par l'émotion. Les yeux d'Ariane restaient secs. Elle pleurait rarement et surtout pas en public, mais elle avait la gorge serrée. Un bout de sa vie partait en fumée. 15 ans. Elle était bien là, elle s'y était sentie bien dès le début. C'était sa deuxième maison. Elle ne pleurait pas mais sentait son corps en souffrance, solidement debout mais comme démembré, torturé de douleur. Ça ne pouvait pas finir comme ça. Elle pensait travailler là jusqu'à sa retraite. C'était ça le plan. Elle se voyait tenir sans peine jusqu'à 65 ans. 15 ans encore. 15 ans qu'elle envisageait joyeux, serein. Et puis, voilà, tout s'était effondré. Le Covid avait eu raison de son futur. Elle n'avait pas envie de pleurer. Elle avait envie de frapper, de tuer, de détruire. C'était injuste. C'était la phrase qui tournait dans sa tête. Tout cela était injuste. Personne ne méritait cela. Rémi ne méritait pas cela, lui qui avait investi toute sa fortune, toute sa vie, toute son énergie dans ce resto, la Belle Créole, un nom doudouiste pour une cuisine métissée et inventive. Rémi était lui-même métisse. Sa mère venait de la Martinique et son père du Vietnam. Il était, aux yeux d'Ariane, encore beau comme un dieu à la peau brune. Ses yeux en amande, légèrement bridés, associés à des traits qui le faisaient ressembler à un Indien de la Guadeloupe, faisaient encore tourner les têtes malgré les 60 étés qu'il alignait, comme si le temps ne pouvait le rattraper et marquer son visage. Mais il avait pris un coup de vieux. La crise du Covid l'avait terrassé, et le chagrin avait jeté sur son visage un voile grisâtre. C'était injuste. Rémi. Quand elle avait commencé à travailler pour lui, il s'était noué un lien étrange entre eux. Elle avait cru que ce n'était qu'une attirance physique, charmée qu'elle était par sa beauté. Ils avaient été discrets lorsqu'ils avaient cédé un soir à cette attirance. Sous ses dehors de Don Juan, il était de notoriété publique,
que, contrairement aux apparences, il était un homme fidèle. Il avait des principes et les respectait. Sa femme, une Vietnamienne, fine, délicate, rencontrée là-bas, avait l'allure d'une fragile poupée. Tellement fine, tellement délicate, qu'Ariane pouvait imaginer la briser entre ses mains, tant leurs physiques s'opposaient. Le contraste entre Ariane et Anh Dao était plus que remarquable. L'une, grande, tout en générosité débordante, l'autre, une brindille souple. Rémi n'avait rien contre les extrêmes. Il surnommait parfois sa femme, pour la taquiner, la Viette du bled, pour rappeler peut-être tout ce qui les séparait et tout ce qu'il aimait au fond, et qu'il avait délibérément choisi. La douceur, une forme de soumission, de respect, une relation homme-femme comme il en avait rêvé tout en s'en défendant. Elle était beaucoup plus jeune que lui, 13 ans les séparaient, mais cela ne se voyait pas, cela ne choquait pas. De toute façon, les différences d'âge dans ce sens choquent rarement. Du désir, donc, malgré tout, de sa part, et bien sûr de celle d'Ariane. Un mois peut-être après qu'il l'avait embauché, un rapprochement inévitable eut lieu. Il s'était retrouvé seul dans le restaurant à assurer la fermeture, sans l'avoir prémédité. Il s'était rendu compte de cette intimité inattendue au même moment, quand leurs regards s'étaient croisés alors que la porte se refermait sur le « bonne nuit » d'une serveuse. Il n'avait rien trouvé à se dire, troublé. La tension était là, depuis 30 jours, là, dès l'entretien qu'il lui avait fait passer. Et puis, elle avait buté sur les mots qu'elle cherchait, se sentant stupide. À 35 ans, quand même, on ne se laisse plus abrutir par le velours des yeux d'un homme. Pourtant, lui qui savait jouer de son charme, n'en usait pas alors. Il avait hésité à l'embaucher, percevant le danger de faire entrer le loup dans la bergerie et de se soumettre jour après jour à un supplice digne de Tantale. Mais il n'était pas de ceux qui construisent leur bonheur sur la peine des autres. Ce n'était pas ainsi qu'il fonctionnait. Elle n'était pas assez discrète pour être une maîtresse, lui n'était pas assez gourmand de sexe pour être juste un amant. Une fois, et ils ne s'étaient même pas embrassés. Ils s'étaient rapprochés, serrés à en avoir mal. Le seul contact volé en 15 ans. Ensuite, ils avaient évité toutes les occasions tentatrices. D'un commun accord, aurait-on dit, jouant à devenir plus qu'amis, complices. Elle pensait à cela en le regardant pleurer, et le désir fou l'envahissait de se précipiter vers lui et de le serrer dans ses bras, à l'étouffer. Mais déjà il se reprenait, essuyait ses larmes, ravalait ses sanglots, reprenait sa posture d'homme fort, de patron, celui sur qui l'on pouvait compter, qui menait son navire avec joie, fermeté et détermination. Elle le connaissait. Il ne s'en voudrait pas d'avoir craqué. Il était comme ça, ancré dans le présent. Il ne ressassait pas, ne regrettait pas. Elle ressentait de la haine, une haine brute. Elle avait envie de hurler. « Ne fermons pas, c'est injuste. On n'a rien fait, nous. On a tout bien respecté. » Et c'était vrai qu'ils avaient tout bien respecté. Le gel hydroalcoolique à l'entrée, le cahier dans lequel les clients laissaient leur nom et leur numéro de téléphone au cas où, après avoir fréquenté le restaurant, une personne se découvrirait positive au Covid. Ce registre leur permettrait de tracer tous les clients qui avaient été en contact avec cette personne afin de les prévenir. La distance entre les tables, la distance entre les chaises. Ils avaient incité les gens à remettre leur masque quand ils se levaient, et l'odeur de désinfectant qui lui irritait les narines. Oui, tout bien respecté. Si l'État l'avait exigé, ils auraient pris la température des clients à l'entrée du restaurant. Ils auraient fait tant d'autres choses s'il l'avait fallu. Mais rien n'avait été assez. En ce moment d'émotion, certains avaient mis bas le masque. Tiens, le chômage aurait cela de bon. Elle ne se retrouverait pas entravée durant de longues heures, n'aurait pas à élever la voix pour se faire entendre. Elle laisse échapper un soupir qui a des allures de sanglot. Le Covid, l'empêcheur de travailler en rond, l'empêcheur de vivre, celui qui, tel le Christ, pouvait se vanter d'avoir délimité une nouvelle ligne de temps. On parlait du monde d'avant le Covid, on parlait du monde d'après le Covid. Ce monstre minuscule avait réussi à plonger la France, le monde entier d'ailleurs, dans le confinement. Le Covid m'a tué. T-U-E-R. Elle se souvient de ce graffiti qu'elle a vu le long du quai de l'Ourcq lors de son heure de promenade autorisée. Elle avait ri nerveusement en pensant que la référence était exagérée, malvenue.
En 1991, un jardinier, Omar Haddad, avait été accusé d'avoir assassiné sa patronne, Ghislaine Marshall. Celle-ci, avant de mourir, aurait écrit en lettres de sang le nom de son assassin, mais avec une faute d'orthographe suspecte. Omar m'a tué, T-U-E-R. D'autres éléments incohérents avaient conduit à une grâce présidentielle d'Omar Haddad en 1996, réduisant ainsi à 2 ans une peine qui devait durer 18 ans. Au fil des jours, elle n'avait plus eu envie d'en rire et elle n'avait plus trouvé la référence exagérée. Combien de collègues désespérés lui avaient fait part de leurs inquiétudes, tandis qu'elle taisait les siennes, car elle-même n'en revenait pas. Elle accusait le choc comme elle le pouvait. C'était dur, ça faisait mal, et elle savait que la douleur irait en grandissant. Elle comprenait bien sûr, le gouvernement n'avait pas le choix. Il avait pris les mesures qui s'imposaient face à une maladie inconnue, pour laquelle aucun traitement ne s'était montré efficace. Les États du monde entier s'étaient courageusement appliqués à protéger leur population. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Et en France, un conseil scientifique aidait le gouvernement à prendre les mesures les plus judicieuses pour les citoyens. Et, grâce à cela, ils avaient sans doute échappé à bien pire. Elle était triste, elle était en colère, mais elle comprenait. Elle n'aurait pas aimé être à leur place. Et si elle avait été à leur place, elle aurait sans doute agi de même. Mais que cela l'amène à voir Rémi pleurer? Non, elle ne pensait pas que cela l'amènerait à voir Rémi pleurer. Ces larmes d'homme, elle aurait voulu les essuyer de ses doigts. Elle aurait voulu les laper pour en assécher la source, le chagrin. Elle ne doutait pas que Rémi rebondisse. Il allait se concentrer sur la vente à emporter dans un local plus petit avec bien moins de personnel. Il réduirait ses frais au maximum afin de pouvoir rembourser son crédit. Il était économe, radin même, disaient certains, et il fallait s'accrocher si l'on voulait obtenir une augmentation. Il prenait son temps quand il s'agissait d'ouvrir son portefeuille, ne serait-ce que d'1 millimètre. Autant il était généreux de sourires, de rires, de blagues, d'attentions matérielles. Ainsi, chacun se voyait-il gratifié d'un gâteau pour son anniversaire et d'une boîte de chocolat d'un grand nom de la chocolaterie à la fin de l'année, de générosité pour les mendiants. Il distribuait à des habitués les restes de la journée sans faire publicité de sa bienfaisance. Autant, quand il s'agissait de donner de l'argent, c'était une autre histoire. Elle le taquinait, lui demandait si, au Vietnam et à la Martinique, une pointe d'Auvergne ne se serait pas mêlée. Il répliquait qu'il était généreux, comme l'Auvergnat de la chanson de Brassens. Elle le savait, il distribuait pain et gentillesse, son regard pétillant de malice et de... De quoi? Mon Dieu, de quoi? Elle préférait l'ignorer, lui faisait baisser les yeux. Soudain, elle eut envie de partir, et c'est ce qu'elle fit, sans dire au revoir. Ça aurait été trop pour elle, les adieux en plus des larmes. Si elle en trouvait le courage, elle cocherait la bonne case sur son attestation de circulation et passerait voir ceux qui accepteraient une rencontre dans la rue. Quelle bizarrerie de ne pas pouvoir inviter quelqu'un à boire un café. Les gens qui travaillaient avaient le droit d'aller de leur travail à leur logement avec un crochet pour faire les courses et 1 heure pour pratiquer un sport en extérieur. Ceux qui ne travaillaient pas devaient se morfondre chez eux la majeure partie de la journée. Bien sûr, il y avait des tas de zozos qui ne respectaient pas les consignes et le payaient en amende de 135 €. Ariane n'avait peur des longues journées vides qui allaient s'ajouter aux longues journées vides. Elle craignait le chômage et de ne pas réussir à retrouver un emploi parce qu'elle n'était plus de première jeunesse. Et elle avait peur de la colère qu'elle ressentait, de craquer, de ne pas être assez forte. Elle se réjouissait d'avoir un mari fonctionnaire. Elle se réjouissait que ses enfants aient suivi la voie de leur père, tous deux pantouflards, peu ambitieux, peut-être parce que leurs parents ne l'avaient pas suffisamment été pour eux. Ils avaient des boulots fixes, des salaires modestes mais réguliers, et c'était bien ainsi. L'une enseignait, l'autre réparait les trains. Elle éprouva un soulagement soudain, presque coupable, de ne pas avoir à s'inquiéter d'eux, de n'avoir à se centrer que sur ses propres difficultés. Relevant brusquement la tête, elle réalise combien cette journée d'automne est belle, comme la température est douce. Elle est en train d'avancer machinalement vers la bouche de métro. Elle se rend compte qu'elle a oublié de remettre son masque. L'émotion a eu raison de son réflexe, désormais conditionné. Habituellement, une fois celui-ci posé, elle n'y touche plus durant 4 heures, ne l'enlevant que pour le remplacer par un autre, neuf. Elle respecte les consignes à la lettre, comme un bon soldat, et les faisait,
oui, elle doit y penser au passé, respecter, à tel point que Michel, l'un des serveurs, l'avait surnommée dans le but avoué de la faire rager, la capot. Dans son fort intérieur, elle le traitait de comploteur. Il se soumettait mais était anti-masque. Elle le savait car de petites phrases agacées lui échappaient quant à l'inutilité selon lui de ce dispositif médical qui n'était pas fait pour arrêter les virus. Il ne la faisait pas rire, car cela ne l'amusait pas d'être celle qui faisait le geste, ce geste de la main ouverte vers son propre visage couvert, pour indiquer aux oublieux et aux récalcitrants qu'il fallait porter correctement son masque. Il devait couvrir la bouche et le nez. Si les flics passaient pour contrôler le respect des mesures sanitaires, la direction risquait une sanction. Cela lui paraissait normal de respecter les consignes données par le gouvernement et de les faire respecter avec fermeté. Rémi avait investi. Il avait acheté du gel, des masques, avait réaménagé l'espace, réduisant de moitié le nombre de couverts. Ils avaient mis en place ce cahier de suivi dans lequel elle s'agaçait que certains écrivent des noms fantaisistes. Olivia Véran, Emmanuel Macaron, Lady Gargarise. Comment pouvait-il ne pas comprendre à quel point il était important de tracer les malades? Les gens étaient inconscients, irresponsables, égoïstes. C'était leur faute s'ils en étaient arrivés là. Ils s'étaient relâchés tout l'été, n'avaient pas respecté les gestes barrières, s'étaient contaminés et avaient contaminé les autres. Et maintenant, à l'entrée de l'automne, elle leur en voulait. Elle, le verbe qui convenait le mieux était haïr. Oui, elle les haïssait. Quand elle voyait des gens porter leur masque sous le nez, elle bouillait de colère. Quant à ceux qui ne le portaient pas, elle les fusillait en pensée, rêvait de les atomiser. Elle rajusta son masque, le fixa sur son visage, la barrette en métal parfaitement adaptée à l'arête de son nez. Assassin. Quoi? La femme à la peau brun clair sursauta. Assassin, cria Ariane plus fort. Oui, assassin. Elle pointa le doigt vers le visage dénudé, pire qu'un corps nu, indécent, insupportable. C'étaient des coups de boule qui se perdaient. C'est à cause de vous qu'il y a autant de gens en réanimation. L'autre n'en crut pas ses oreilles. À cause de moi? Mais n'importe quoi. Informez-vous au lieu de dire des âneries. Le masque à l'extérieur, ça ne sert à rien. Ah là là, ces anti-masques. Ariane en avait vu à la télé. Il faisait des vidéos qu'il postait sur tous les réseaux, ces dingues de la désinformation. Ces fous furieux, ces malades mentaux. Celle-là allait prendre pour tous ceux qui l'avaient insupporté par écran interposé. Tous ceux qu'elle avait insultés sans qu'ils puissent l'entendre. Vous devriez avoir honte de mettre comme ça la vie des gens en danger. Bien sûr que ça sert. Ça sert à éviter de transmettre le virus, évidemment, pauvre débile égoïste. Quelqu'un devait encaisser sa colère ce soir, et ce serait cette femme-là, car elle l'avait bien mérité. Un rire clair et sans animosité lui répondit. Si Ariane avait eu une dose d'acide à balancer, elle la lui aurait envoyée à la figure en guise de punition. C'est à cause de gens comme toi qu'on est obligé de fermer, espèce de salope égoïste, pensa-t-elle. À cause de moi que vous êtes obligé de fermer quoi? Ariane réalisa qu'elle avait parlé au lieu de simplement penser, mais la fin de sa phrase, elle l'avait trop marmonnée entre ses dents serrées pour qu'elle soit audible. Dommage. Poings serrés, elle s'avança vers la femme, qui eut un mouvement de recul. Les traits de son visage exprimaient l'inquiétude. Elle avait déjà eu droit à des regards meurtriers depuis 2 mois qu'elle bravait la loi, mais pas à ce genre d'agression. Oui, c'est à cause de gens comme vous qu'on est obligé de fermer notre restaurant, à cause des sales petites garces égoïstes de votre espèce, dit Ariane d'une voix sourde. Une lueur dangereuse s'était allumée dans ses yeux. Elle est folle. C'est une cinglée, une pro-masque intégriste. Il n'y en avait qu'une, et il a fallu qu'elle tombe sur moi. J'ai été épargnée par le destin pendant 2 mois. Il fallait que je paye ma chance un jour, pensa la femme en face d'elle. Ariane était impressionnante. Elle avait une sacrée carrure d'adepte de la natation. Elle adorait nager, allait à la piscine 3 fois par semaine et en était privée depuis des mois. Les protocoles mis en place constituaient un casse-tête et elle avait renoncé à son loisir préféré. Il fallait s'inscrire au préalable et le nombre de places était extrêmement restreint. La natation lui manquait. L'absence d'activité sportive associée à une sédentarité forcée avait contribué à la rendre hargneuse. Elle se rapprocha de la femme, tétanisée. Une fois près d'elle, elle se tint à quelques millimètres à peine, son visage masqué presque plaqué contre le visage dénudé.
Ses yeux plongèrent au fond de ceux de la jeune femme, comme un couteau bien aiguisé plonge dans le ventre d'un poisson pour l'éviscérer. L'autre déglutit péniblement. Elle, qui craignait de croiser un flic peu compréhensif qui serait insensible à ses arguments juridiques sur la prépondérance de la loi qui oblige à dévoiler son visage en public, sur un décret qui oblige à le masquer, allait se faire tabasser par une citoyenne qui ne captait rien à son œuvre de nécessaire désobéissance civile. « Attention, j'ai le Covid !» Ariane sursauta et s'écarta d'un mouvement brusque. « Bouh, attention, j'ai le vilain méchant Covid et je vais vous tuer !» La femme se mit à souffler et cracher. À la guerre comme à la guerre. Puisque le macaron-virus avait parlé de guerre, divisant la population en pros et en anti, en complotistes et en suiveurs, en rassuristes et en alarmistes, il était bien normal que des batailles s'ensuivent. Ariane tendit ses mains en avant d'une manière ridicule, les yeux comiquement plissés d'effroi. Elle recula, se protégeant des gouttelettes de salive dispersées dans l'air par la malfaisante. « Chut, je suis vérolée et je vous transmets l'horrible Covid. Vous allez mourir dans d'atroces souffrances à cause de moi. » Bouge, crache, crache et crache. « Mais elle se fout de moi, celle-là, pensa soudain Ariane. Elle se fout de moi, celle-là. » Elle demeura pourtant à distance, sortit un mouchoir, épongea son front souillé par des postillons contaminants. « Vous êtes cinglé, vous, totalement cinglé. » L'autre stoppa net son opération d'épandage, qui lui avait attiré quelques regards éberlués des rares passants qui rentraient chez eux, faute d'avoir le droit d'aller ailleurs. « Pas plus que vous, vous êtes complètement parano. Je ne suis pas malade, je ne vais pas vous refiler le Covid. »« Ah oui, comment vous le savez? Vous avez fait un test ?»« Un test? J'ai pas besoin de faire un test pour savoir que je ne suis pas malade du Covid. » Oh mon Dieu, c'était à cause de ces gens-là. Non mais vraiment, c'était à cause de ces gens-là. Pourtant, cette inconsciente ne valait pas la peine qu'elle finisse en prison. Ariane se contenta de secouer la tête d'un air désespéré. « Vous avez vraiment rien compris au film, vous. Vous êtes vraiment débile. Il vous manque pas la moitié du cerveau. C'est tout l'appareil qu'il faut vous faire greffer. »« Ah ouais, bien sûr, parce que je réfléchis, vous considérez que je n'ai pas de cerveau. Ben, merci. Excusez-moi, mais je n'ai aucun symptôme du Covid, donc je ne suis pas malade du Covid, donc, articula-t-elle de nouveau comme si elle s'adressait à une demeurée, je ne suis pas malade du Covid, c'est tout. Il n'y a pas à réfléchir plus loin. Mais vous n'en savez rien, hurla Ariane. Son masque faillit se déchirer sous la puissance de sa voix. Bordel, vous n'en savez rien, pauvre débile égoïste. Il faut se protéger et protéger les autres. Si vous ne le portez pas pour vous, portez-le au moins pour les autres. La femme leva les yeux excédés. On aurait pu imaginer qu'elle faisait acte de contrition, mais il n'en était rien. Ses yeux étaient tournés vers le ciel en signe d'exaspération. Vous avez déjà lu ce qui est marqué sur les boîtes de masques? Quoi? Que ça ne protège pas des virus. C'est écrit noir sur blanc. Vous savez pas lire? Ariane se sentit partir en avant comme un taureau furieux. Elle s'arrêta net. Non. Elle ne finirait pas la journée en prison à cause d'une anti-masque. Il n'en était pas question. Elle, qui était habituellement si douce, si gentille, découvrait une facette inattendue de sa personnalité. Saleté de Covid qui révélait son côté obscur. Toi, le tutoiement s'imposait. Pas de respect pour ce genre de personne. Toi, t'es une tarée de la pire espèce. L'autre comprit qu'elle ne risquait plus de se manger une ou deux gifles et haussa les épaules. On vit avec les virus depuis toujours, et là on est en plein délire sanitaire pour un virus ridicule, pas plus dangereux que celui de la grippe. Ariane réalisa tout à coup que cette femme était folle. Emportée par la colère, elle n'avait pas compris plus tôt que son interlocutrice avait un grain pour de vrai. Toute cette énergie dépensée pour rien. Il ne lui restait qu'à tourner les talons et à se diriger vers le métro pour rentrer chez elle. J'espère que ce premier chapitre vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis, on se retrouve bientôt pour le deuxième, pour savoir comment vont se séparer nos deux héroïnes, Ariane et la porteuse de masque et la réfractaire au port du masque. Bye bye, à bientôt.